Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un penseur qui ne laisse vraiment personne indifférent, Ernest Becker. C'est un anthropologue culturel américain, oui, et son livre principal, La traversée de la peur de la mort. Qui a eu un prix Pulitzer en 1974, juste après sa mort en plus. C'est ça. Notre objectif, c'est de plonger au cœur de son idée centrale. Une idée, on peut le dire, carrément radicale. Ah oui, pour Becker, presque tout ce qu'on fait, de nos plus grandes ambitions à nos plus petites habitudes, Tout, vraiment tout. n'a qu'un seul but en fait, nous faire oublier ou nous faire croire qu'on peut dépasser une réalité toute simple. On va tous mourir. Voilà. Cette peur, souvent inconsciente de notre propre fin, serait le véritable moteur de nos vies. Et pour comprendre ça, il faut partir de son point de départ. Exactement. Le point de départ, c'est la condition humaine elle-même. Et il la résume avec une métaphore incroyablement percutante. On peut même dire violente. Oui, il dit « L'être humain est un dieu avec un anus Ok, un dieu avec un anus. Il faut avouer que l'image est brutale, mais elle frappe juste. On sent tous ce décalage, non ». C'est exactement ça. Il met le doigt sur une contradiction fondamentale. D'un côté, il y a le dieu, C'est notre conscience, notre capacité à imaginer. notre soi symbolique, oui. C'est la partie de nous qui peut contempler l'infini, qui crée de l'art, qui se projette dans le temps. Une partie de nous qui se sent potentiellement sans limite. Une conscience qui se sent à l'étroit dans son corps. Voilà. Et de l'autre côté, il y a l'anus. C'est le symbole de notre corps, ce corps de chair. Qui a faim, qui tombe malade, qui vieillit. Et qui, quoi qu'on fasse, va finir par se décomposer et disparaître. Et cette tension entre un esprit qui se rêve infini et un corps qui le crie sa finitude. C'est ça qui crée ce qu'il appelle la terreur existentielle. Une angoisse si fondamentale que si on y faisait face directement, sans filtre, on serait paralysé. On ne pourrait pas fonctionner. D'accord. Mais alors, si cette angoisse est si puissante, comment on fait, comment on arrive à se lever le matin, à avoir des projets? C'est là que sa théorie devient fascinante. Pour lui, ce qu'on appelle notre caractère, notre personnalité, ce n'est pas du tout une expression authentique de qui on est. C'est un mensonge vital, c'est le terme qu'il emploie. C'est ça, une illusion qu'on se construit pour survivre. Une structure de défense en quelque sorte. Exactement. Qu'on bâtit brique par brique depuis l'enfance, on absorbe les valeurs, les règles de la société et on se forge ce qu'il nomme une cuirasse caractérielle. Donc notre personnalité, c'est une sorte de bouclier. Une armure psychologique. C'est une image parfaite. Cette armure filtre la réalité. Elle nous fait voir le monde à travers un tout petit trou de serrure pour pas qu'on voit l'immensité terrifiante de l'univers. Et en échange de cette vision limitée, on a un sentiment de sécurité. Voilà. Pour Becker, ce que notre société appelle la normalité, c'est juste une névrose qui a réussi. Une négation efficace de la réalité. C'est un peu suivre le chemin tout tracé pour surtout pas avoir à se poser les vraies questions, quoi. On devient des automates culturels. Oui, on puise notre estime de soi dans des scénarios que la culture nous donne. Et il pousse le raisonnement encore plus loin avec le concept d'analité. Ah oui, ça c'est assez particulier. Il dit que notre dégoût collectif pour les fonctions corporelles, les odeurs, ce n'est pas anodin. C'est la manifestation la plus directe de notre horreur d'être des créatures physiques. Le corps nous rappelle constamment qu'on n'est qu'un animal qui va mourir. Et ça, pour le Dieu en nous qui rêve de transcendance, c'est insupportable. D'accord, je vois. On se coupe de notre corps. Mais ce besoin de se sentir spécial, d'être plus que ça, il disparaît pas. Du coup, on le déplace. C'est tout le génie de sa théorie. Puisqu'on ne peut pas atteindre l'immortalité physique, on déplace notre quête sur le terrain symbolique. Ce sont les projets d'immortalité. L'idée, c'est de lier son existence à quelque chose de plus grand que soi. Quelque chose de plus durable que notre petit corps périssable. Quelque chose qui va continuer d'exister après notre mort. En gros, si je peux pas être éternel, au moins quelque chose que j'ai fait le sera. C'est ça. Et pour lui, chaque société n'est rien d'autre qu'un système héroïque. Elle offre un catalogue de scénarios pour être un héros, pour sentir que sa vie a un sens. Et il donne des exemples très concrets. Le plus évident, c'est l'héroïsme religieux, j'imagine. Oui, c'est le projet d'immortalité par excellence, le plus direct. Suis les règles, crois, et tu auras une vie littérale après la mort. Ton âme continue. Facile. Et pour ceux qui ne croient pas, il y a l'héroïsme politique, se dévouer à une nation, à une cause. Exactement. La nation ou l'idéologie devient cette entité éternelle dans laquelle on se fond. Le patriotisme, c'est un projet d'immortalité très, très puissant. Et puis il y a l'héroïsme créatif. L'artiste qui veut laisser une œuvre.
Le scientifique qui veut laisser son nom à une découverte. On appellerait ça laisser sa trace aujourd'hui. Tout à fait. Et ça se décline de 1000 façons. Et enfin, il y a la version la plus courante aujourd'hui, l'héroïsme mercantile. Accumuler de la richesse, du pouvoir, Des symboles de puissance sur le temps et la décomposition. voilà. Construire un empire financier, c'est une façon de se dire qu'on a vaincu la mort, symboliquement. Attendez, mais c'est une vision incroyablement cynique de l'être humain, ça? On ne peut pas simplement être ambitieux pour le plaisir sans que ce soit une fuite? C'est une excellente question. Baker dirait pas que c'est uniquement une fuite. Mais l'énergie obsessionnelle qu'on met dans ces projets, cette urgence à réussir sa vie, Mhm. vient de cette angoisse fondamentale. Oui, et le drame de notre époque, selon lui, c'est que ces grands récits, notamment la religion, ont perdu leur crédibilité. On n'y croit plus de la même façon. Et sans projet solide auquel se raccrocher, on se retrouve nu face à l'absurdité. Ce qui explique pour lui l'explosion des névroses, de la dépression. Et ce qui est fou, c'est qu'il applique cette même grille de lecture à la souffrance mentale individuelle. Oui, il redéfinit la psychopathologie. Pour lui, les troubles mentaux sont des projets d'immortalité qui ont échoué. D'accord. Prenons la dépression. Pour lui, c'est une suridentification à la partie anus, à notre finitude. Le déprimé est écrasé par le poids de son insignificance. Il n'arrive plus à croire aux mensonges de la société. C'est comme s'il était trop lucide, en fait. Il voit le mensonge, mais ça le paralyse. C'est une très bonne façon de le dire. Son projet d'immortalité s'est effondré. Et à l'extrême opposé, il y a la schizophrénie. Une fuite totale dans le symbolique, dans la partie Dieu. Exactement. Le schizophrène refuse tellement les limites du corps et de la réalité qu'il se construit son propre univers, un projet d'immortalité privée dans lequel il est un héros absolu. Au prix d'une déconnexion totale. C'est sombre. Mais le plus glaçant, c'est quand il applique ça à la violence collective. La guerre. Oui, c'est le sujet de son livre suivant, Le dépassement du mal. Sa thèse, c'est que le mal à grande échelle ne vient pas d'une méchanceté naturelle, il vient de ce besoin désespéré de valider notre projet d'immortalité. La guerre devient un rituel de purification du monde. Comment ça se passe? C'est simple et terrifiant. Pour se sentir éternel et bon, on a besoin d'un ennemi sur lequel projeter la mort, la faiblesse, le mal. L'existence d'un autre groupe, avec un autre projet d'immortalité, Hmm. est une menace pour le nôtre. Si leur vérité existe, la nôtre n'est peut-être pas absolue. Voilà. Donc pour prouver que notre vision du monde est la seule, la vraie, il faut anéantir les autres. En tuant l'ennemi, on se débarrasse symboliquement de la mort. C'est une construction intellectuelle incroyable, mais est-ce qu'on a des preuves de ça? Ça pourrait rester très théorique. Et c'est là que ça devient bluffant. Parce que oui, ces idées ont été testées. Dans les années 80, des psychologues sociaux ont développé la théorie de la gestion de la terreur, la TMT. Ils ont transformé ces intuitions en hypothèses testables en laboratoire. C'est ça. L'hypothèse principale s'appelle l'hypothèse de la saillance de la mortalité. Et l'idée, c'est de rappeler aux gens, même subtilement, qu'ils sont mortels, et de voir comment ça change leur comportement. Exactement. On prend deux groupes. Au premier, on demande d'écrire sur la mort. Au second, sur un truc neutre comme aller chez le dentiste. Et ensuite, on mesure leurs opinions. Et les résultats, confirmés par des centaines d'études, sont sans appel. Et ils sont dingues, si j'en crois les sources. Les gens à qui on a rappelé leur mort deviennent plus nationalistes, Plus agressifs envers ceux qui critiquent leur pays. plus durs avec les immigrés et, c'est fascinant, beaucoup plus attirés par des leaders charismatiques qui promettent la grandeur. Ça valide de manière spectaculaire l'idée de Baker. Quand la mort nous saute au visage, même inconsciemment, on s'accroche à notre vision du monde. Et quand on lit ça aujourd'hui, en 2026, c'est impossible de ne pas faire de lien. Les réseaux sociaux, par exemple. C'est une machine à distraction massive parfaite. Le doom scrolling, le binge-watching, tout est fait pour qu'on ne se retrouve jamais seul face à ses pensées. Ce sont des anesthésiants. Mais il y a des trucs encore plus directs. Ah oui? Cette industrie de l'après-vie numérique. Ces entreprises qui proposent de créer des avatars d'IA de nos proches décédés pour continuer à leur parler. C'est un projet d'immortalité littérale tout droit sorti d'un épisode de Black Mirror. C'est l'incarnation de la thèse de Baker. Et les études montrent que ce désir est particulièrement fort chez les personnalités narcissiques, non? Celles qui ont le plus de mal à accepter leur propre finitude, oui. Et en parallèle, on voit monter en puissance dans la culture cette figure de l'anti-héros, le personnage qui a compris que le système est en mensonge. Mais qui, très souvent, se retrouve coincé dans un vide absolu. Il déconstruit les mensonges. Mais il a rien à mettre à la place. Il se retrouve seul, cynique, face à l'angoisse brute.
C'est le drame de la lucidité sans projet de remplacement. Bon, après tout ça, on pourrait repartir un peu plombé. C'est une vision assez noire qui nous enferme dans une prison psychologique. Ou alors, on peut le voir comme une libération. Le but de Becker n'est pas de nous déprimer. C'est un appel à l'honnêteté. Il dit que la seule voie vers la sagesse, c'est de pratiquer la mort. Ce qui veut pas dire être morbide ou vouloir mourir, j'imagine. Pas du tout. Ça veut dire oser regarder en face notre finitude, notre fragilité. C'est seulement en prenant conscience de la nature de notre prison qu'on peut commencer à l'assouplir. Vivre de manière plus authentique. Moins comme un automate, oui. Donc il ne s'agit pas d'éliminer notre besoin d'héroïsme, qui semble impossible à déraciner, mais peut-être de le rediriger. De le choisir. C'est exactement ça. Il plaide pour ce qu'il appelle un héroïsme cosmique. C'est un héroïsme qui ne cherche plus la grandeur en dominant ou en détruisant. Et ça ressemblerait à quoi, concrètement? Ça serait un héroïsme qui part de la reconnaissance de notre interconnexion avec tout le vivant. Orienter ce besoin de sens vers des actions créatives, altruistes, tournées vers la communauté. Contribuer à quelque chose de positif, pas pour avoir son nom sur un bâtiment, mais parce que ça donne un sens réel à notre court passage sur Terre. Et pour finir, peut-être une dernière pensée à méditer. À notre époque, marquée par un orgueil technologique qui promet de repousser la mort, Et par une polarisation idéologique qui nous pousse à voir l'autre comme une menace, peut-être que la chose la plus radicale et la plus saine qu'on puisse faire, c'est de se souvenir de notre mortalité partagée. cette fragilité commune. Oui, c'est peut-être la seule base solide sur laquelle on peut espérer construire un monde un peu plus apaisé et trouver un sens qui soit à la fois profond et commun.